Richard. Je vais prendre effectivement la main et pour faire un point de vue côté de l'économie, puisque les économistes, ou en tout cas l'économie au sens large, a été ô combien, on va dire, perturbée par la publication de l'article de Satoshi Nakamoto en 2008, puisque je vous rappelle que le projet initial de cet ingénieur, on va dire, a été justement à l'issue de la crise 2008, de proposer en tout cas un nouveau monde bancaire. Il s'agissait de créer un système de paiement, mais sans l'intervention de banque. Autrement dit, un système qu'on appelle en peer-to-peer. Et donc, effectivement, l'idée était de se dire on peut recréer un monde dans lequel les banques ne sont pas utiles. Et remplacer les banques par quelque chose, s'il fallait les remplacer, ça serait justement par ce protocole ou par ces protocoles blockchain que vous a expliqué Richard Baron. Donc la première préoccupation en termes de recherche qui est apparue et qui a suscité une réaction assez vive de la part des banquiers centraux, en tout cas de la Banque de France en l'occurrence pour nous, a été justement de voir l'émergence en quelque sorte d'une concurrence, j'allais dire déloyale. Pourquoi déloyale? Parce que vous savez que le pouvoir monétaire est une dictature dans une démocratie, en tout cas c'est ce qu'on pourrait dire de façon provocante, puisque seule une banque centrale a le pouvoir de frapper monnaie, pour ainsi dire, en tout cas d'émettre de la monnaie. Donc ce monopole monétaire, il est en quelque sorte remis en question si on laisse se développer le Bitcoin, mais aussi toute une série d'autres crypto-monnaies. Alors on parle de crypto-monnaie, j'ai utilisé ici le terme de crypto-actif. Pourquoi? Parce que justement, la première intervention de la Banque centrale a été de dire toutes ces monnaies digitales ou monnaies numériques qui apparaissent ne sont pas des monnaies, puisqu'on nous rappelle que, évidemment, seul l'euro est la monnaie officielle, ce qu'on appelle des monnaies légales ou des monnaies de confiance. Et donc de ce fait, on ne peut pas appeler le Bitcoin comme une crypto-monnaie, mais plutôt un crypto-actif dans le sens où c'est quelque chose qui représente la valeur, mais qui n'est pas de la monnaie officielle. Donc, il y a eu un premier débat qui a été de se poser la question de définir un peu cet objet juridique non identifié et qui étaient finalement ces cryptoactifs ou ces crypto-monnaies. Au-delà de ça, le projet initial, comme je vous le disais, a été de repenser en quelque sorte le système bancaire en disant on n'a pas besoin d'une banque. Et pour revisiter cela, il faut se reposer la question de à quoi servent les banques. Et les banques, elles n'ont, j'allais dire, excusez-moi d'aller très très vite dans le raisonnement, mais les banques n'ont qu'un seul intérêt, celui de garantir la confiance et d'assumer certains risques. Dès lors, si vous êtes capable de créer un système 100% sécure, comme l'a présenté Richard Baron, à travers une blockchain, à travers des vrais processus de sécurisation et de consensus, alors l'idée d'un tiers de confiance n'était plus utile. Et donc, de ce fait, faire intervenir une banque dès lors qu'il n'y a plus de problème de confiance, justement, justifiait la création d'un nouveau système bancaire. Au-delà de ça, il y a eu aussi une question de se dire, si on supprime les banques, ok, les banques sont aussi les premiers financeurs de l'économie, il faut le rappeler, mais la blockchain est aussi capable de proposer en tout cas des alternatives au financement bancaire. Alors, il va sans dire que ça ne concerne pas, on va dire, le ménage traditionnel que nous sommes tous, ça ne concerne pas des PME, voire même des entreprises de 400, 500 salariés, mais c'est davantage, on va dire, réservé à des plus grandes entreprises, voire des firmes transnationales. Mais en tout cas, il existe des modalités de financement via justement l'émission de jetons, comme l'a rappelé Richard, et sur lesquels nous pourrions revenir peut-être si vous le souhaitez dans les questions et dans le débat. Mais une blockchain est capable de mettre en place ce qu'on appelle un ICO pour Initial Coin Offering, autrement dit un processus d'émission, alors non pas de titres, mais d'émission de tokens, en tout cas de jetons numériques, qui pourraient en tout cas assurer le financement de l'économie et là aussi sans trop de contraintes réglementaires, puisque vous l'avez compris, toute l'innovation qu'il y a en matière monétaire à travers cette blockchain, c'est justement de se faire sans l'intervention de différents intermédiaires et justement en limitant la réglementation qui en finance est un principe ô combien recherché dès lors qu'on arrive à diminuer la réglementation, voire la contourner. La deuxième question qui a été posée par les chercheurs, en tout cas sur lesquelles les chercheurs se sont pensés, c'est de se dire que cette blockchain, comme l'a rappelé Richard, dès lors qu'elle permet d'enregistrer de façon sûre des données, dès lors qu'elle permet aussi de transférer des valeurs à travers l'émission de jetons, finalement, c'est quelque chose qui correspond exactement à ce qu'on appelle un système de paiement ou à des systèmes de paiement. Et en économie, les systèmes de paiement, peut-être vous parlent très très peu, mais dès lors que vous utilisez votre carte bleue, pour vous, la transaction est terminée. Or, le vrai travail des banquiers, c'est justement ce qu'on appelle le back-office, c'est-à-dire typiquement les paiements qui vont devoir se faire entre les banques entre elles et avec leur banque centrale. Et tous ces transferts, on va dire, de valeurs et de paiements passent justement par un système centralisé avec plus ou moins d'intermédiaires. Et grâce à la blockchain, on pourrait non pas supprimer ces intermédiaires, mais en tout cas réduire de façon drastique le nombre. Et donc, de ce fait, on pourrait décentraliser les systèmes de paiement. La question qui va se poser, c'est est-ce qu'on le fait simplement pour des paiements entre des pays frontaliers
ou est-ce qu'on le fait pour des paiements aussi internationaux, beaucoup plus lointains, avec des monnaies de facturation qui sont plus éloignées? Si ce projet est amené à être développé, il faudra bien évidemment qu'il propose sa supériorité, en tout cas qu'il démontre sa supériorité par rapport au système actuel, qui est, il ne faut pas le cacher, un système ô combien performant, à la fois à travers des réseaux que vous connaissez, Visa, Mastercard ou American Express, mais surtout à travers un système centralisé qui est le réseau Target 2 et qui est le vrai système centralisé de justement gestion de ces flux. Donc la blockchain serait techniquement une solution, sauf qu'elle a un problème en langage un peu, en jargon un peu technicien, ce qu'on appelle un problème de scalabilité, c'est-à-dire qu'entre le projet initial et la mise en place avec le volume actuel des paiements, aujourd'hui, une blockchain n'est pas capable de gérer bien que ce que peut faire un système centralisé. Mais en tout cas, c'est l'un des projets. Et l'autre projet aussi, qui est ô combien prometteur, c'est aussi de se dire que dès lors qu'on est capable d'enregistrer des monnaies, on pourra également le faire pour des échanges d'actifs financiers. Et là, c'est ô combien difficile de, évidemment, mettre cela en place, puisque la question des actifs financiers touche aussi toute une réglementation qui est liée au blanchiment d'argent ou d'autres supports. Donc, de ce fait, il est important à la fois de protéger la société technologique, mais aussi de vérifier la conformité de cela. Je vais simplement demander à la personne qui a laissé son micro ouvert de le couper, s'il vous plaît. Merci. Et troisième et dernier point, et j'en aurai terminé, c'est le nouveau, on va dire, sujet un peu brûlant du point de vue de l'économie, c'est la possibilité pour une banque centrale elle-même d'utiliser la blockchain pour émettre non pas un actif privé, mais j'allais dire un actif centralisé. Et il y a un projet assez novateur, à la fois dans la démarche, mais aussi dans l'idée, c'est l'apparition de ce qu'on appelle aujourd'hui des monnaies digitales banque centrale. Je m'excuse pour le terme un petit peu pompeux. Et un rapport est sorti au mois d'octobre 2020, justement, sur l'idée d'un euro digital. Et pour savoir si ce projet d'une monnaie digitale, c'est un peu compliqué pour l'Europe, en tout cas pour la zone euro, pour savoir si ce projet était viable, il y a une consultation qui a été organisée par la Banque centrale, par la Banque centrale européenne, pour nous, par la Banque de France, qui a débuté le 27 novembre 2020, qui s'est terminée le 12 janvier. Et au printemps, on aura les résultats de cette consultation des citoyens européens. Donc, c'est une vraie démarche ici, ô combien démocratique, où on demande effectivement, est-ce que vous souhaitez qu'on utilise en gros une blockchain pour émettre un euro? La question qui va se poser, c'est est-ce que nous, on a envie en tant que citoyens, en tant que ménage, pour ainsi dire, d'avoir une monnaie digitale qui utiliserait cette blockchain? Et donc là, ça serait une monnaie grand public. Ou alors, si on n'arrive pas à trouver de supériorité à ce type de monnaie, en tout cas ce type de support, il faudrait peut-être réserver cet euro digital simplement pour les paiements entre banques, comme je le rappelais initialement. Donc aujourd'hui, il y a deux alternatives, pour ainsi dire, à la fois sur une émission grand public ou alors sur une monnaie plutôt professionnelle. Mais en tout cas, la question monétaire est évidemment une question qui intéresse ô combien les économistes et c'est un sujet qui est évidemment pas simple à gérer puisqu'il touche évidemment la question de l'économie, mais il touche surtout la question de la monnaie puisque comme l'a rappelé John Maynard Keynes, la monnaie n'est qu'une création de loi et donc de ce fait, la monnaie n'existe que parce qu'on a le tampon de la loi et de l'État en l'occurrence.